Chers amis de la matinale Tocsin, merci d'être là ce matin. Merci à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et je voulais absolument qu'on parle, sujet dont on n'a pas du tout évoqué les choses, c'est la Bulgarie. Et il s'est passé pas mal de choses en Bulgarie ces derniers jours parce que les autorités européennes, vous savez, la Commission européenne a donné leur feu vert pour que la Bulgarie rejoigne le 1er janvier 2026 la monnaie unique. Mais apparemment, il y a quand même pas mal de choses qui n'ont pas été dites. Et pour en parler, qui de mieux que Dostena? Bonjour Dostena Angelova, comment ça va? Bonjour. Très bien, merci Nicolas, merci pour ton invitation et je pense que c'est très important d'en parler parce que en allant voir sur les médias en Ouais. France comment ce qui se passe en Bulgarie ces derniers jours, toutes les protestations qu'il y a eu contre l'intégration de la zone euro, Mm. bah, finalement, n'existe pas, quoi. Ça n'a absolument pas été retransmis dans les médias officiels déjà, mais même pas seulement officiels, je veux dire, dans n'importe quel autre média non plus. Ouais, Et c'est c'est et c'est ouais, et c'est pour ça que c'est très important. Alors moi, je te présente, puisque tu es quand même bulgare, donc c'est important de le savoir. Et puis au-delà de ça, c'est que tu es anthropologue politique et culturel, écrivain également. Tu as été journaliste pendant 20 ans et tu as sorti ce très très bon livre, hein, chers amis. On avait déjà reçu Dostena il y a quelques semaines de ça. Et je vous invite à aller lire ce livre, hein, L'Europe en otage, Dostena Angelova-Lavergne, think tank, les réseaux politiques, financiers, médiatiques et intellectuels, notamment au sujet de l'Union européenne et de ce qui se passe, et pas que l'Union européenne. Et ça fait quand même le lien avec ça. Donc, c'est pour ça que tu es quand même bien placé pour en parler. Alors voilà, la Bulgarie, finalement, on se rend compte qu'on leur a mis de force la monnaie unique et les Bulgares, en grande majorité, sont tout à fait opposés à ça, hein, j'imagine, aujourd'hui. Écoutez, déjà, c'est très difficile à dire exactement quels sont les pourcentages parce que les agences de sondage, finalement, Mm. fonctionnent très peu, ne fonctionnent pas sur ce sujet. Et c'est fait exprès d'ailleurs, parce qu'effectivement, toutes les personnes que moi je connais, en tout cas dans mon entourage, mais y compris les gens qui font des différents travaux. Par exemple, là, je viens de refaire ma cuisine en Bulgarie. Même les ouvriers, les maîtres d'œuvre, etc., ben, ils sont contre l'euro. Bon, je reviens juste un tout petit peu pour dire comment la question s'est située. En 2023, il y a eu le parti Renaissance qui est étiqueté d'extrême droite, ce qui n'est pas le cas parce que c'est un parti plutôt opposé à la guerre en Ukraine, etc. Donc finalement, comme en France, pareil, Mm. ce genre de partis sont tout à fait stigmatisés et étiquetés à droite extrême ou carrément, voilà, c'est ça, oui. Mm. Ce qui est vraiment pas le cas, mais c'est ce parti-là, comme 2023, a ramassé à peu près 600 000 signatures pour demander un référendum au sujet de l'intégration de la zone euro. Ce référendum a été refusé par le Parlement bulgare. Suite à cela, il y a eu une demande à la Cour constitutionnelle qu'elle se prononce et la Cour constitutionnelle a dit que la question a été mal posée parce que la question que ce parti proposait et toutes les Mm. signatures finalement ont soutenu était est-ce que vous voulez que le leu bulgare, c'est-à-dire la monnaie bulgare, Mm. continue à être la monnaie unique en Bulgarie jusqu'en 2043. Donc en 2023, Mm. malgré 600 000 signatures, parce qu'en Bulgarie, il faut quand même que j'ouvre une parenthèse, nous avons à peu près 6 millions de population. Donc sur 6 millions de population, 600 000 signatures, c'est Ouais. énorme, Ouais. hein. Par contre, Mm. les partis qui étaient au pouvoir, qui étaient au Parlement à l'époque, il y a eu une majorité contre le référendum parce qu'aussi, il faut dire que comme en France et comme dans la plupart des pays de l'Union européenne, les élections sont soit truquées, soit il y a eu une très grande abstention de la population, mais finalement, ces derniers temps, d'ailleurs, on se rend compte que de plus en plus, il y a des systèmes pour truquer les élections. C'est Ah aussi un oui, des ouais, sujets très. c'est Oui, oui, incroyable. oui. Ouais, C'est incroyable. Ça, on en ouais, parlera tout à l'heure. Je termine par rapport au ouais. référendum. Mm. Ce qui fait que, donc, la chose est allée son cours. Mm. La procédure a été lancée et finalement, voilà, il y a un mois de cela, le 9 mai, date symbolique comme vous le savez, Ouais. Europe, le président de la Bulgarie a quand même
repris l'initiative en ses mains en disant, écoutez, il a parlé au Parlement, il a dit, écoutez, il faudra absolument, parce que c'est son droit, si vous voulez, constitutionnel, il faut absolument faire un référendum parce que la population est contre et vous ne pouvez pas imposer comme ça quelque chose d'une telle importance à la population bulgare sans poser la question. Par contre, cette fois-ci, le Parlement n'a même pas voté. C'est la présidente du Parlement, qui d'ailleurs est une présidente qui a été mise là du Parti socialiste, un parti qui avait soutenu avant le référendum. C'est-à-dire, ça faisait quand même, c'est ça qui est intéressant. Hein, en 2023, ce parti-là soutenait l'idée de référendum. Cette fois-ci, ça n'a même pas été soumis au vote. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Puisque le président a quand même réagi et que toute la population a pris courage en se disant, bon, si notre président nous soutient, en fin de compte, même si la présidente du Parlement a disqualifié sa demande tout de suite, ce qui est, d'un certain point de vue, aussi anticonstitutionnel, il y a eu maintenant une nouvelle demande pour consulter la Cour constitutionnelle. Maintenant, depuis 10 jours, les Bulgares sont dans les rues pour manifester contre. Et il y a 10 jours, effectivement, ce n'était pas le dimanche passé, mais le dimanche d'avant, il y a eu à peu près 60 000 personnes dans les rues de Sofia, dans un meeting qui n'a pas eu lieu d'une importance aussi grande que les meetings dans les années 90, qui étaient effectivement pour terminer avec le communisme, etc., etc. Donc là, quelque part, il y a un véritable réveil de la population bulgare qui se rend compte que l'intégration dans la zone euro n'est pas du tout un cadeau, mais c'est plutôt un cadeau empoisonné, parce qu'en plus, les rapports qui ont été reçus par la Commission et par la Banque centrale européenne sont totalement truqués. Bien sûr, avec l'aide de ces institutions-là, et c'est cela aussi que même, je vous dis, c'est ça qui est intéressant, Thierry, c'est que même les gens que l'on considère plutôt manuels ou des gens qui conduisent des taxis, ils sont extrêmement éduqués politiquement, très au courant, ils écoutent, ils lisent et ils s'intéressent. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont compris que c'était un piège, puisque la Banque centrale européenne et la Commission européenne aident le gouvernement bulgare à truquer les rapports sur le point de vue de l'inflation, de la dette publique, etc., pour que la Bulgarie puisse intégrer la zone euro. Alors la question se pose légitimement, pourquoi? Pourquoi on aide un pays qui n'est pas prêt économiquement de rentrer dans la zone euro? Et il y a plusieurs réponses possibles. D'abord, la Bulgarie est moins endettée que les autres pays européens. Et donc, même si c'est un petit pays, pourquoi pas faire entrer quelques vingtaines de milliards d'euros dans les caisses de la BCE. Mais ça, c'est, je dirais, l'explication superficielle, puisqu'il y a une autre explication, et elle est beaucoup plus intéressante et plus profonde, c'est que dans le cadre de l'effort de guerre que l'Union européenne maintenant voudrait entreprendre, et ces 500 milliards dont parle Ursula von der Leyen, des pays comme la Bulgarie et la Roumanie se préparent pour être des grandes bases militaires. Maintenant, l'OTAN prépare une énorme base militaire en Roumanie, ce qui explique d'ailleurs pourquoi les élections roumaines, vous le savez très bien, ont été truquées, et même certains le disent ouvertement. Il y a eu un effort politique, une ingérence dans les affaires roumaines incroyable de la part de l'Union européenne, et même quelque chose que l'Union européenne, enfin certains des représentants ont tout à fait avoué, publiquement. Oui. Ce qui est plutôt stressant, je dirais. Donc il y a une dictature bruxelloise qui veut imposer à ces pays-là de devenir des avant-postes dans une guerre qui se prépare contre la Russie. Devenir des victimes. Parce que vous savez combien de kilomètres séparent la Bulgarie de l'Ukraine par la frontière commune qui est la mer Noire et la Russie, effectivement aussi, parce que la Crimée, Odessa, etc., ce sont des ports qui sont à peu près à 200 km de Varna, enfin au nord de la Bulgarie, on est à côté. La population bulgare n'a pas envie de devenir un otage
de la guerre qui se prépare et qui se prépare à une vitesse grande V, notamment avec l'idée que la zone euro est vouée à devenir une zone de monnaie électronique. Oui, oui. Ah voilà, donc l'euro électronique, c'est une manière de totalement contrôler les finances des pays, les mettre dans le cadre d'une politique commune qui est tout à fait néfaste, et donc la population bulgare ne pourra pas dire non pour finalement être sacrifiée. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a une telle énergie populaire qui s'est réveillée pour dire non. Non, on ne veut pas participer à ce camp de monnaie électronique. On n'a pas envie de faire partie de la zone euro. Et l'énergie qui a été déployée n'est pas du tout seulement une énergie, comme on dit, de ce parti Renaissance qui avait demandé le référendum il y a 2 ans. Il y a des gens de tous bords, et notamment des gens de gauche qui ont été totalement déçus des alternatives institutionnelles, des partis de gauche qui sont au Parlement et qui fondent comme de la glace au soleil. Enfin, ils existent pas. Il faut dire que le président qui a été élu il y a quelques années, donc il est en 2e mandat en Bulgarie, pour son 2e mandat, mais pour son premier aussi, il a été élu avec l'approbation des partis de gauche à l'époque. Maintenant, lui incarne cette alternative de gauche. Et donc, lui, comme il a demandé officiellement le référendum, il y a plein de gens qui sortent dans la rue en espérant qu'il créera un parti en sortant de son mandat. Et en fait, c'est là que les Bulgares espèrent. Ils espèrent qu'il y ait enfin quelqu'un qui politiquement défende l'intérêt national, défende cette population qui a été tellement pillée et tellement bafouée ces dernières 30 années, quoi. Et même si les gens sont très déçus de l'Union européenne, enfin de Bruxelles surtout, très très déçus, la Bulgarie est rentrée en 2007, les Bulgares ne veulent pas sortir de l'Union européenne par contre, ils veulent le réformer, c'est-à-dire ils veulent une Union européenne forte, mais de pays souverains. J'ai à peu près esquissé un peu le tableau, mais ce qui est intéressant, c'est que ça fait 2 dimanches que les gens sont dans les rues, et aussi le jour même de la sortie du rapport où il y avait les félicitations des élites européennes et puis les représentants de la Commission qui étaient dans le Parlement, où les gens étaient devant le Parlement, devant la Banque centrale bulgare, pour demander d'être entendus. Et les médias en France se taisent. Et pas seulement en France, l'Union européenne, quoi. Il y a eu très peu d'articles, et c'est bien de pouvoir en parler sur Bastien Toxin. Là, tu disais Dostina notamment sur les élections truquées. Moi, quand on t'entend, qu'on voit, on a beaucoup traité sur Toxin aussi la Roumanie. On a parlé de la Pologne la semaine dernière, et on a l'impression que c'est un rouleau compresseur qui se met à un moment donné sur tous ces peuples d'Europe centrale, sur les peuples européens en général, mais surtout ceux qui sont rétifs. Ceux qui sont réticents aujourd'hui à rentrer dans cette espèce de machine infernale, est-ce que tu penses le kansler Merz, il a parlé il y a quelques jours en disant voilà, ceux qui sont pas d'accord, il faudra absolument leur faire du chantage. Vous n'aurez pas de l'argent européen si vous n'êtes pas d'accord avec notre politique de guerre, de réarmement, d'hostilité totale vis-à-vis de la Russie, qui est une hostilité. Ce n'est pas parce que j'adore Poutine ou que j'adore la Russie que cette hostilité me semble logique, puisque illogique finalement, parce que c'est l'Union européenne qui se tire une balle dans le pied. Elle s'est tirée des balles dans le pied à ne pas en finir, parce que l'économie européenne, et justement la zone euro, elle est totalement affaiblie. L'économie allemande, elle est détruite. Pourquoi vous voulez que des Bulgares rentrent dans la zone euro? Parce que cette zone euro, actuellement, elle est devant une faillite imminente. Oui, parce que tu parles notamment de ce fameux rapport, hein, c'est le rapport dit de convergence, chers amis, le rapport dit de convergence positif. Alors ça, c'est formidable quand même, il était positif. C'est l'institution de Francfort, vous le savez, la BCE notamment, qui estime
et tu le disais que tous les critères économiques et légaux sont remplis à la grande satisfaction, bien sûr, du gouvernement pro-européen au pouvoir à Sofia. Donc finalement, j'ai envie de poser la question, est-ce que à un moment donné, les manifestations populaires et l'opposition populaire pourraient faire basculer les choses, ou est-ce que ça va être imposé de facto cette entrée dans la monnaie unique? Écoutez, il aura un bras de fer. Et moi, je pense que Mm. la population bulgare s'est réveillée pour du bon. C'est-à-dire que maintenant, il y a un vrai espoir. Et politiquement, cet espoir, institutionnellement parlant, maintenant s'incarne dans la figure du président bulgare, ce qui n'est quand même pas rien, même si on n'est pas une république présidentielle comme en France, on est une république parlementaire. Mais le président a néanmoins un rôle constitutionnel qui est le sien et qui est important, et aussi un rôle représentatif de la population. Et et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai insisté aussi à ce que ce genre d'événement soit retransmis, parce que la Bulgarie peut se réveiller, peut se révéler le, la petite pierre qui fait basculer les choses, qui fait basculer mm, le train, je ne sais pas Ouais. comment dire. Oui. Euh, Mm. parce que d'abord, il y a plusieurs choses qui maintenant peuvent être révélées. Les gens qui se sont organisés ne sont pas juste des gens qui manifestent dans la rue. Parmi eux, il y a des avocats, il y a des gens très intéressants, notamment l'avocate Tchelalova, avec tout un groupe qui ont fait une pétition adressée au Parlement européen, dans lequel, très en détail, sont révélés les trucages qui sont tellement évidents, mais évidents, Mm. pour préparer Oui. cette soupe finalement de convergence. Il n'y a aucune convergence possible. En Bulgarie, l'inflation galope. On est réellement à une dizaine de pourcents d'inflation, alors même que officiellement, on doit être à 2,5 d'inflation. Les gens le voient tous les jours Mm. en allant dans les magasins. Vous savez, dans le temps, je vais vous Mm. donner juste un exemple courant Oui. comme ça. Dans le temps, moi, en échangeant des euros en Bulgarie, je pouvais tout à fait aller dans les magasins, notamment de nourriture, etc., et remplir mes crédits sans problème. Depuis 2 ans en Bulgarie, il y a des prix qui sont plus élevés qu'en France, alors que les salaires sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins élevés. Du beurre en Bulgarie, vous achetez à peu près pour 3,50 € le moins cher. Le moins cher, c'est-à-dire le moins cher. Ouais. Les prix dans les Lidl bulgares sont plus élevés qu'en France. C'est terrifiant. Les œufs, par exemple. Mm. Donc, c'est évident, les gens voient très bien que ces chiffres sont truqués. Et il y a des exemples dans cette pétition qui a été adressée au Parlement européen. En avril, par exemple, dans ce rapport de convergence, les chiffres ont été manigancés parce qu'ils disent voilà, que certains services, pour faire baisser l'inflation, certains services de santé ont baissé de 200% ou quelque chose dans ce 400%, un truc terrible, c'est-à-dire vraiment, alors que les gens savent très bien quand ils vont Mm. se soigner ou quand ils vont dans la pharmacie, ils ne payent pas moins cher et surtout pas 200% ou 400% moins cher. Il y a des mensonges qui sont Mm. mis noir sur blanc pour faire coïncider les chiffres. Et on compte sur quoi? On compte sur le fait que les gens vont se taire, qu'il n'y a pas d'énergie, Mm. que ça va passer comme une lettre à la poste. Mais les Bulgares se souviennent aussi l'histoire grecque. Mm. Ah, la Grèce a été aussi tout à fait manipulée pour qu'enfin, après, on lui impose des mesures draconiennes qui sapent son économie et qui font souffrir la population pendant des années. Moi, je parle parfaitement grec, je connais très bien ce qui s'est passé en Grèce en 2008-2009. Et donc, il y a ça, il y a les mensonges, d'abord. Ensuite, il y a le fait de bafouer la Constitution. Mm. C'est-à-dire les lois, on s'en fout complètement. Maintenant, on peut truquer des élections sans problème, bafouer la Constitution et quoi d'autre? Enfin,
on se trouve dans une espèce de totalitarisme maintenant extrême, et on va étiqueter de pays d'extrême, enfin de partis d'extrême droite, euh, des partis juste qui vont manifester contre. Alors, je donne un exemple. La dernière fois où j'ai donné l'interview pour votre émission, ma fille m'a appelée en me disant: Maman, il y a des gens qui m'ont dit que tu donnes des interviews pour l'extrême droite. Je dis: Écoute, je dois t'expliquer quelque chose. Je ne donne pas des interviews pour des médias d'extrême droite. C'est une étiquette qu'on colle à des médias D'ailleurs, à mon avis, l'étiquette droite et gauche, maintenant, sont totalement obsolètes. Hein. Totalement obsolètes. Il faut plus parler de droite et de gauche. Ça, c'est quelque chose qui maintenant est fini. Il y a du capitalisme corporatiste, il y a du capitalisme totalitaire, du néo-féodalisme, de la résistance, effectivement, qui est différents modèles. Mais parler de droite et de gauche, je pense que c'est... Mais c'est incroyable de ce qui est dit ce matin, et ça permet de bien comprendre. Et c'est effrayant parce que pour nous aussi, on voit qu'en France, à un moment donné, c'est les extrêmes droites, c'est les fascistes, c'est ceux qui sont contre le progrès. Et je veux qu'on en revienne à la Bulgarie. Et merci d'être là, Dosténa, ce matin, parce que vraiment, c'est une interview passionnante. Et non, Tocsin, chers amis, n'est pas d'extrême droite, vous le savez. Hein. Tocsin est un média pluraliste où on essaye de donner la voix à des gens qui ne l'ont pas. Voilà, mais ça fait de nous apparemment pour certains esprits chagrins quelque chose d'extrême droite, donc c'est pas le cas, mais peu importe. Finalement, on se rend compte, ce qui m'intéresse, c'est la conscience politique de ces Bulgares, notamment chez les ouvriers qui viennent chez toi ou qui comprennent le chauffeur de taxi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se rendent compte que rentrer, ou du moins se faire imposer la monnaie unique, c'est la ruine. C'est comme je lisais dans un article, c'est comme embarquer sur le Titanic d'avoir l'euro. C'est ça aujourd'hui, Dosténa, qui Exactement, préside chez pas mal exactement. de gens, Bulgares. Oui, tout à fait. Et vous savez, la Bulgarie était déjà le pays où les gens se sont le moins vaccinés de toute l'Union européenne. Officiellement, 20% de la population a été vaccinée. Officiellement. En réalité, moins de 5%. Parce qu'ici, on pouvait s'acheter comme on voulait. Voilà. Mais ça veut dire que ce peuple qui a été tellement déçu et qui a été tellement, en fait, c'est un vieux peuple. Vous savez, la Bulgarie est un très, très, très vieux pays. C'est un très vieux peuple avec des traditions thraces, des traditions culturelles très, très lointaines. C'est le peuple qui a donné à la Russie et à l'Ukraine l'alphabet cyrillique. Ça, il faut quand même pas l'oublier non plus. Donc, ce peuple-là, finalement, s'est révélé assez sage. Et même si les 30 dernières années, le niveau d'éducation a constamment baissé, et on parle même d'inalphabétisme fonctionnel pour un certain nombre de personnes, en fin de compte, moi, je me rends compte, puisque maintenant, ça fait 1 an et demi que je viens beaucoup plus souvent en Bulgarie, le niveau de conscience politique, le niveau d'éducation, d'intelligence des gens tout à fait moyens socialement, je parle, est nettement, nettement plus élevé que dans les pays occidentaux. C'est-à-dire qu'avec un chauffeur de taxi, vous pourrez discuter de ce qu'a dit Zbigniew Brzezinski, par exemple, ou avec un ouvrier, un carreleur, il peut vous parler autant de la transcendance qu'il pourrait vous parler des médias alternatifs qu'il écoute, de la ligne du front, des problèmes économiques justement de l'euro, etc. Et les gens, ils se rendent tout à fait compte du piège que l'élite bruxelloise nous prépare en collaboration avec les oligarques en place. Parce qu'un type comme Borisov, hein, Boyko Borisov, qui est là depuis 2009, qui était un projet d'ingénierie sociale tel que moi je décris dans le livre dont vous avez parlé tout à l'heure, L'Europe en otage. C'est quelqu'un qui est presque, au point de vue économique, mais pas seulement, qui fait partie de la mafia. Et ça, tout le monde le sait. Par contre, il était grand copain avec Angela Merkel, tout en étant des chefs de réseau de trafic, etc. Enfin, vous comprenez de quoi je parle. C'est-à-dire Oui. qu'en Europe de l'Est,
il y a une évidence maintenant qui est beaucoup plus saillante qu'en France, même si, bon, en France aussi, ça commence à se voir, que les gens au pouvoir, ce sont des gens aux pratiques criminelles. Et leur seule alternative, leur seul espoir actuel, ils n'ont plus rien à perdre. C'est ça le danger, vous savez, Nicolas, c'est ça le Mmh. danger. C'est qu'en fait, comme ils n'ont plus rien à perdre et qu'ils savent très bien que si démocratiquement les choses se passent avec la prise en compte de ce que pense la population, ces gens-là, ils vont être en prison. Tous, Mmh. en commençant par Macron jusqu'à Boyko Borisov et toutes ces élites en place. Et comme ils n'ont plus rien à perdre, ils sont prêts à Mmh. sacrifier les populations, à mener une politique de suicide collectif, à la fois économique, mais aussi maintenant physique, puisque comment vous voulez aller en guerre contre la Russie, qui est une puissance nucléaire terrifiante? Mmh. Avec quoi l'Europe veut Mmh. faire la guerre à la Russie? Vous pouvez m'expliquer, est-ce que les Français se rendent compte qu'en fait, c'est du suicide collectif qu'on nous prépare? Mmh. Ouais, c'est hallucinant là-dessus. Est-ce que Dostena, et merci C'est d'être la avec secte maintenant. Moon. Ouais, Vous souvenez de ouais. la secte Moon? On est un peu Oui. dans le même cas de figure, c'est-à-dire que Ouais. des gens, des gourous qui n'ont plus rien à perdre, Mmh. bah, ils veulent bien que les autres se suicident avec. Mmh. Mmh. Ouais, C'est il y ça. a une fuite en avant. On le voit ici, Dostena, avec Macron, qui est complètement déconnecté de toute réalité, qui parle Oui, à parce tort que à vous travers, critiquez Macron qui soft, ouais. vous rendez compte de Mmh. à quoi il sera bon, quoi. Mmh. Et là-dessus, est-ce que les opposants aujourd'hui, en Bulgarie, d'Ostena, ont quelque chose à craindre, j'imagine, avec ces gens-là au pouvoir? Oui, bien sûr, ils ont quelque chose à craindre, mais ici, les gens, vous savez, Nicolas, c'est ça aussi que peut-être les gens Mmh. de l'Europe Mmh. occidentale ne comprennent pas. Les gens ici ont beaucoup moins peur, déjà ont beaucoup moins peur de la mort, hein. Les liens familiaux sont plus forts. Hem, Ils ne sont pas aussi aliénés et aussi apeurés individuellement comme c'est le cas en Europe occidentale. Mmh. Et ils n'ont pas envie de perdre leur humanité surtout. Et comme ils ne craignent pas, parce que ça fait 30 ans qu'ils sont enfin, en crise économique, en train de joindre les deux bouts, à se démerder comme ils peuvent, etc. Ils ne craignent pas à perdre leur petit salaire ou leur petit confort. Quelque chose que les Français ne sont pas encore prêts à céder. Ils ne se rendent Mmh. pas du tout compte que ça leur sera enlevé quoi qu'il arrive, hein. Mmh. Et là, je peux vous le dire avec une certitude plus que parfaite. Mmh. Ouais, c'est absolument édifiant parce que quand on écoute cette analyse, qu'on on voit ce qui s'est passé en Roumanie, qu'on voit ce qui se passe en Pologne, on voit ce qui se passe en Bulgarie et en France une nouvelle fois, on se dit tout de même, la cartographie, elle est très claire aujourd'hui, hein. Il y a plus de doute à avoir manifestement, hein. Et nous, en France, on est bien placé pour en parler aussi, de Stena, hein. Et oui, sauf que moi, je pense quand même que les populations ont un rôle à jouer. En Bulgarie, je pense que, pareil, les gens maintenant se rendent compte que ces gens qui sont au pouvoir n'auront quand même pas la possibilité à les ignorer jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'énergie populaire, elle est importante, elle sera de plus en plus importante. Je pense que c'est quelque chose qui doit vraiment guider les gens. Enfin, ils ne sont pas impuissants. Par exemple, il y a un grand mythe que la population est inerte, que la population ne s'intéresse pas à la politique, que les gens ne vont pas voter. Maintenant, on s'est rendu compte aux dernières élections en Bulgarie que non, la population est allée aux urnes. Sauf qu'il y a eu des trucages. Et c'est la Cour constitutionnelle qui a examiné 2% des urnes. Et sur ces 2%, il y a eu, je ne sais pas combien, je ne peux pas citer le chiffre, mais des trucages énormes. Si vous imaginez s'ils examinent la totalité des urnes, Mmh. quelque chose qu'ils n'ont pas fait parce que la loi électorale ne le permet pas. Mais je pense que maintenant, ces élites sont de plus en plus faibles et la population, que ce soit la population française, la population européenne, doit se réveiller. Par contre, j'ai envie d'alerter les gens sur un certain Mmh. nombre de choses.
les jeux politiques sont beaucoup plus complexes qu'ils ne paraissent. Il n'y a pas des bons d'un côté et des méchants de l'autre. Ça, c'est aussi un manichéisme qui a été totalement promu. Il y a certains partis d'alternatives, par exemple, qui aujourd'hui se révèlent aussi être financés par les mêmes réseaux qui financent les autres. C'est un jeu que, par exemple, la CIA avait pratiqué au Chili dans les années 70, mais surtout les Britanniques depuis 300 ans et plus. Actuellement, ce dont on ne parle pas beaucoup, c'est aussi le grand conflit, les deux élites anglo-saxons qui sont présents à la fois aux États-Unis, à travers le Parti démocrate, et à la fois en Europe. Et Londres, c'est vraiment aujourd'hui le centre voilà, d'ingénierie sociale pour ces élites financières. Oui, je dis que finalement qu'il y a un grand conflit à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Occident. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a les globalistes contre les ultra-globalistes. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est édifiant à tout prix. Et c'est qu'on a bien compris que la situation, elle est très compliquée. De toute façon, on va continuer, cher Docène, elle arrive à la fin de l'interview, à venir voir ce qui se passe du côté de Sofia de la Bulgarie. En tout cas, merci d'avoir été en duplex de Sofia pour ce Grand Orient Tocsin, parce que franchement, c'était passionnant. Merci, Dostena. Et c'est dommage qu'à un moment donné, des voix comme la tienne ne soient pas portées dans les médias, les grands. Nous sommes un grand média indépendant de Tocsin, mais c'est dommage de ne pas avoir à un moment donné ces voix-là qui permettent de décrypter l'actualité Non, parce que les pays de l'Est ne sont pas, enfin, dans l'inconscient collectif occidental, les pays de l'Est sont un peu l'arrière-garde de l'Europe. Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Et je pense que ça se fera entendre et ça se fera comprendre les prochains temps d'une façon beaucoup plus évidente. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous, nos téléspectateurs sur Tocsin sont extrêmement intéressés de savoir ce qui se passe en Bulgarie, ce qui se passe en Roumanie. Et je trouve que ça aussi, c'est une source d'espoir. Et je te remercie d'avoir quand même noté qu'une partie de la population bulgare aussi avait compris et était en train de s'éveiller politiquement. Je pense que c'est très, très intéressant, que ça doit nous donner beaucoup d'espoir ici, notamment en France et dans les pays, on va dire, de l'Occident, de l'Union européenne totalitaire. Voilà, merci beaucoup de cela d'être venu. Et je rappelle à nos chers téléspectateurs de lire ce livre, L'Europe en otage, d'Ostena Angelova-Laverne, anthropologue politique et culturelle, écrivaine et journaliste pendant 20 ans, et notamment ce livre-là. Je vous invite à aller le lire. Merci d'Ostena d'avoir pris ce temps de Sofia en duplex pour nous expliquer ce qui se passe en Bulgarie. Et bien sûr, on reviendra te voir dans les prochains jours pour en savoir plus. Merci beaucoup, d'Ostena. On te souhaite une excellente journée. Merci d'être venu sur Talk en tout cas. Merci.